Collonges-la-Rouge, surnommée la cité aux 25 tours. Un village du Limousin érigé dans l'enceinte d'un prieuré du 8e siècle où tout est affaire de pierre et de terre. Je parcours les rues de ce village qui ressemble à un décor de théâtre. Et c'est dans le petit atelier d'Aurélie, la potière, que je débute ma visite. Alors cette terre que j'essaie de travailler, et c'est pas très simple, c'est une terre qui est issue de la décomposition du grès. Et ça lui donne cette couleur rouge, une couleur qui a une très grande importance dans la région, puisque le village dans lequel on va s'arrêter aujourd'hui, il est fait en grande partie de cette pierre, et il s'appelle très justement Collonges-la-Rouge. Et ce village, Collonges-la-Rouge, vous allez voir qu'il porte extrêmement bien son nom, puisque au sol déjà, tout est rouge, et même quand on prend un peu de hauteur avec la caméra qui est embarquée sur le drone, vous allez voir que du sommet de l'église jusqu'aux maisons les plus éloignées du village, ici, tout est rouge. Lorsque les moines de l'abbaye voisine de Charroux fondent le prieuré, ils offrent protection à toute une population de paysans, commerçants et artisans. Le village se développe alors, soutenu par l'activité et les revenus issus de l'accueil des pèlerins de Compostelle, avant de tomber en désuétude au XIXe siècle face à l'attrait de la vie citadine. Au début du XXe siècle, quelques habitants créent la Société des Amis de Collonges. Il devient alors l'un des premiers plus beaux villages de France, et nombre de ces maisons sont maintenant inscrites aux monuments historiques. Cette pierre rouge, avec laquelle chaque maison du village a été construite, est travaillée depuis plusieurs générations par une même lignée de tailleurs de pierre. Noël, que je viens de rencontrer, en est le dernier représentant encore en activité. Sur cette pierre très particulière, il sait à peu près tout. Noël, c'est quoi cette pierre que vous travaillez? C'est un grès rouge, c'est coloré par de l'oxyde de fer. Naturellement, il y a quelques millions d'années, ça a été coloré. C'est la pierre qu'on trouve dans tout le village de Collonges. Ça veut dire que depuis des générations, on travaille cette pierre dans la région et que ça n'a pas changé? Sous Collonges, c'est du calcaire plat, qui ne tient pas bien aux intempéries, difficile à tailler. Et la montagne derrière, c'est le grès rouge, qui est beaucoup plus facile à travailler, qui tient bien aux intempéries. C'est un grès comme pas le gel. Vous l'avez appris comment, vous, à travailler cette pierre, en l'occurrence? Moi, j'ai appris avec mes frères et mon père. Et donc aujourd'hui, et ça depuis plusieurs générations, c'est vous, votre famille, qui réparez le village de Collonges-la-Rouge? Voilà. Vous verrez que les tailleurs de pierre, quand ils ne connaissent pas une pierre, ils passent la main dessus en général. Pourquoi? Pour essayer de la comprendre, de la sentir? Oui, c'est tactile. Donc on va échanger d'outils, nous deux. C'est vrai? Je vous donne le massette et le burin, et je prends l'appareil photo. Bon deal. Alors, comment ça fonctionne? Surtout pas le pouce dessus. C'est grand coup, là. Non, mais on peut taper, la pierre ne criera pas. Hein. J'ai peur de lui faire mal. Ouais. Bon, il faut aller un peu plus vite, quand même. Ça fait pas naturel. Bon, là, je débute, c'est vrai, mais j'ai commencé ce week-end une petite œuvre et je suis pas mécontent du résultat. Vous en pensez quoi? La dernière partie, il manque un peu de hauteur, là-haut. Je pense que j'aurais mis 1 mètre de plus, moi. Puis peut-être que le clocher, j'aurais dû le mettre un peu plus droit. Ah aussi. ouais, mais ça, c'était sur le plan, déjà, il n'était pas tellement réussi. Vue du ciel, c'est encore l'église qui attire le regard, avec son clocher roman octogonal du XIIe siècle, son donjon carré et sa tour du guetteur. Françoise Béraud est la petite fille du fondateur de la Société des Amis de Collonges. Depuis 1927, cette société œuvre pour la restauration du village. Elle m'emmène visiter cette église que catholiques et protestants se sont partagés pendant longtemps.
Vous allez lever la tête là pour voir ce joli petit ours avec son montreur d'ours et c'est du 12e. Alors là, on peut être dans la véritable église romane, enfin la première église. Oh, attendez, il y a les dames qui chantent. On va pas faire de bruit. Oui. Alors, vous voyez, là, nous sommes dans la partie la plus ancienne de l'église. Regardez l'oculus. C'est-à-dire que c'est là où il y avait les cloches, et c'est le clocher ajouré. Alors, cette partie-là, c'était la partie protestante. Elle était fermée ici, comme ça. Vous voyez, il y a les trous encore qui tenaient la cloison. Et là, comme ça, c'était fermé. Vous voyez, il y a encore le trou là aussi. Tout ça, c'était catholique, tout ce côté-là, c'était protestant. Et il paraîtrait que les catholiques chantaient très fort et les protestants chantaient très fort. Alors du coup, ils s'étaient arrangés pour faire les offices pas aux mêmes heures, par exemple. Ça me rappelle quand je venais à la messe avec ma grand-mère. C'était exactement les mêmes sons. Et d'ailleurs, ma grand-mère, elle passait toujours par la porte des protestants et nous allons passer par la porte des protestants. Si Collonges-la-Rouge repose sur un plateau calcaire, ce sont ces collines de grès rouge, au loin, qui ont fourni la pierre du village extraite des carrières. Collonges-la-Rouge se trouve au bord d'une faille géologique qui intrigue les géologues depuis plus d'un siècle. En haut de la faille, le grès rouge provient des contreforts du Massif central. Et en bas, le plateau calcaire fut un jour un fond marin. Professeur des écoles, Guy accompagne des élèves et je fais partie du voyage, sur un site extraordinaire tout à côté des carrières. Des plages pétrifiées qui témoignent de la présence ancienne de cette mer. Alors voilà, en quelque part, on a franchi plusieurs dizaines de millions d'années et des grès rouges jusqu'à ces calcaires, nous sommes passés de l'autre côté de la faille. Et donc, pour être un petit peu succinct, ça c'est une photographie du fond marin il y a plusieurs millions d'années. Nous sommes ici dans le jeune océan Atlantique, il y a 160 millions d'années, et sur le fond, des petites vagues, comme nous pouvons en observer aujourd'hui sur le littoral. Ce qui veut dire que là, on est en train de s'offrir une séance de plongée sous-marine, mais sans eau. Et en plus, avec le luxe de faire cette baignade tout près des côtes américaines, puisque ce jeune océan était juste en train de s'ouvrir, l'Amérique était simplement à quelques centaines de kilomètres d'ici. Les roches vont nous livrer d'autres indices, et en particulier la présence de coquillages fossiles, mais aussi des animaux qui ont disparu, comme ces pointes que l'on appelle des rostres de belemnite. En salade avec une petite mayonnaise, ça c'est délicieux, enfin à l'époque. La végétation n'est pas la même d'un côté à l'autre de la faille, selon qu'il s'agit de grès ou de calcaire. Jean-Claude Chator, spécialiste de la faune et de la flore, me guide dans ce biotope particulièrement riche. Le drone qui est en l'air là, ce qui va nous permettre, c'est de voir un petit peu la végétation. Et le grand intérêt, c'est qu'il y a une grande différence entre ce qui se trouve au-dessus de nous et ce qui est dans la vallée. Et ça va nous en dire plus sur l'état du sol. Absolument. Parce que sur les terrains acides,
il peut y avoir des châtaigniers, des chênes pédonculés, des fougères, etc., qu'on ne retrouvera pas sur les terrains calcaires du secteur de Collonges-la-Rouge, c'est-à-dire de la plaine. On a beau regarder là-bas, on ne voit aucun châtaignier en fleurs. On regarde de ce côté, on voit les châtaigniers en fleurs. Ça veut dire que la nature choisit où elle va mettre Absolument, telle variété? Il y a des espèces qui sont adaptées à de l'acidité, d'autres qui ne sont pas du tout adaptées, et il y en a même qui sont un peu moins exigeantes. Et c'est pour ça que ces espèces moins exigeantes, on va les retrouver notamment dans les zones écotones, c'est-à-dire intermédiaires entre ces deux biotopes. Et ces zones écotones, elles sont particulièrement riches d'un point de vue de la biodiversité. Alors ça, quand même, c'est très intéressant, là. Ah ouais, ça va faire. En plus, c'est mûr et ce sont des petites prunes cerises. Très agréables, hein. Regardez ça, là. Hein. Avec un jour où il fait si chaud comme ça, déjà, ça présente bien, ça. Hein. Comestible? Ah oui, oui, bien sûr. Hein. Bien sûr. C'est une petite prune. Ouais. Très justeuse, en plus, hein. Un peu acide, mais ça sent très bien par rapport à la soif. Celles qui sont les plus foncées. Très acide même. Ah ouais, ça va faire du bien, ça. Voilà, donc ce seul rouge il provient du grès. Et le grès est relativement acide. Et normalement, on devrait trouver des châtaigniers vraiment pas loin. Parce qu'on arrive dans la zone des châtaigniers, dans la zone acide. Et d'ailleurs, il suffit de regarder au-dessus, parce que là, nous avons le châtaignier. Ces grandes feuilles ovales et dentées, là-haut, il y en a un autre, et ensuite, il y en a un autre, et ensuite, il va y avoir de plus en plus de châtaigniers, jusqu'à une châtaigneraie pure, c'est-à-dire il n'y aura que des châtaigniers. Retour au village. Noël est en pleine discussion avec Françoise Biraud. Noël, j'ai pensé à vous. Je vous ai rapporté un morceau de pierre comme doivent le faire tous les touristes, non, j'imagine? Ah oui, tous les touristes prennent un petit bout de pierre en partant. Ils sont très friands des pierres rouges. Il y a combien de tonnes qui ont quitté le village à cause des touristes? Ah, c'est difficile à dire. Il y aurait peut-être de quoi construire une église tout entière avec ça, non? Ah oui, oh, mais... Je peux l'emporter quand même? Ah oui, oui. Maintenant que je sais tailler. Ah oui. Qu'est-ce que vous regardez là-haut? Eh bien, je regarde cette fameuse pierre qui est vraiment l'imagination de tous les guides qui font visiter Collonges et qui racontent n'importe quoi dessus. Mais finalement, c'est l'arrière-grand-père de Noël. Raconte donc l'histoire, c'est mieux. Oui, donc ils ont... La vraie. En faisant les fondations du mur, ils ont découvert cette statue de pierre. Et au cours de la construction, ils l'ont mise là-haut. C'était pour faire voir pour faire un pied de nez aux bonnes sœurs qui habitaient à côté. Donc ici, il y avait une école de sœurs. Voilà, de jeunes filles. Parce qu'à l'époque, la seule école pour jeunes filles, c'était les sœurs qui la tenaient. L'école publique, c'était que pour les garçons. Et donc la statue montrait ses fesses aux bonnes sœurs. Voilà. Et on n'était pas un peu rebelle dans la famille? Ah, mais c'était l'époque de la séparation de l'Église et de l'État, qui a été très importante dans toutes ces campagnes, et où justement les bonnes sœurs ont été chassées, on les a fait partir de Collonges. C'était un drame affreux. Ce qui est très étonnant dans cette tour, c'est que c'est une des rares tours qui est encore à sa hauteur initiale, puisqu'on les a rasées ici. Ah oui, oui, oui. Parce que toutes les tours qu'on a rasées, elles se sont écroulées plus ou moins. J'ai un de mes grands-oncles qui dit dans ses mémoires qu'il a vu s'écrouler 33 tours. Alors, deux questions déjà. Pourquoi est-ce qu'on les a rasées? Voilà. Et pourquoi est-ce qu'elles sont tombées? Eh bien, on les a rasées parce que c'était un impôt au directoire sur les tours qui dépassaient les toits. Donc, ils les ont coupées à ce moment-là. Et comme ces tours finissent en clé de voûte, à partir du moment où vous enlevez la clé de voûte, ben les murs ils s'écartent et puis ils s'écroulent. C'était un impôt et on payait aussi pour les fenêtres. Les meneaux, c'est les fameuses fenêtres Renaissance avec quatre ouvertures très très belles. Voilà. Là, ils payaient pour 4 fenêtres, alors ils ont coupé leur truc, comme ça ils payaient plus que pour une fenêtre. C'était moins cher. Bah oui, les sous c'est très important. Mais celle-là, elle est restée parce que ils voulaient bien payer des impôts.
Bon, alors là, c'est l'escalier de la tour. Il y a la fraîcheur surtout qui arrive. Ah oui. Ben oui, les murs font 1,50 m quand c'est pas 2 mètres. Une vraie climatisation naturelle. Ah oui. Françoise attire maintenant mon attention sur les Castels. 4 maisons imposantes qui bornent le village aux 4 points cardinaux. Eh bien voilà, nous rentrons dans le 4e petit castel de Collonges, qui est donc le 4e petit bastion qui protégeait Collonges. Un des Qui castels, s'appelle- voilà, comme on dit ici. qui s'appelle le château de Binge, le castel de Binge. Les vieilles pierres. hein. Et ah ben ça oui, tout est vieux ici. Vous savez, à Collonges, nous n'avons rien du siècle précédent même. Alors vous voyez, il y avait toutes les fortifications et on a le papier du vicomte de Turenne lui autorisant à faire une maison forte. Puis en plus de ça, là-haut, il lançait du plomb fondu et des... On savait accueillir les gens. hein. Oh bah, Et toujours avec la n'importe pierre qui rouge. ne rentrait pas. Vous voyez ces trous-là, ce sont des meurtrières qu'il y a, toujours pour se défendre. Maintenant, là, vous allez voir les meurtrières que nous avons vues de l'extérieur. Les Vous fameuses. voyez, il y en avait une là, de ce côté-là de la cheminée. Ça, c'est sous le porche. En fait, elle est toute petite. hein. C'est des meurtrières Oui. pour fusil et non pas pour Exact. arbalète. Et bien, l'autre est de l'autre côté de la cheminée. Et ça, c'est, voilà, l'autre. Ouais, c'est la porte d'entrée par laquelle on est arrivé tout à l'heure. Oui. À Collonges, donc, il y a des maisons en grès rouge, Voilà, rose, avec cette couleur rouge, rose. spécifique. Et puis, c'est aussi qu'on peut déjeuner dans sa cheminée. Ça, c'est original, quand même. On se chauffait, on mangeait, on s'asseyait. Surtout, on regardait aussi et les gens qui passaient et puis les gens qui rentraient chez vous. Vraiment étonnant. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il y avait une peur dans le village. Qu'on regardait à l'extérieur, on avait des Oui. meurtrières tous les 2 mètres dans les maisons. Ah oui, 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 c'était fou. C'était... Alors qu'il ne s'est jamais rien passé. C'est ça qui est étonnant. Oui, On se oui, méfiait oui. de l'étranger, on se méfiait de celui qui venait de Je l'extérieur. ne sais pas. Toujours est-il qu'il ne s'est jamais rien passé. Bon, dites-moi, comme on est en tête-à-tête dans la cheminée, on va peut-être se faire un déjeuner sympa. Qu'est-ce que vous prenez? Oui, ben écoutez, moi, ça sera une petite aile de canard Ok, avec quelques petites pommes de terre collongeoises. je m'en occupe. D'accord. Mais venez voir la vue aussi, parce que je voudrais vous montrer la vue du petit vallon. Ancienne étape sur l'un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, Collonges-la-Rouge attire à nouveau les pèlerins. François Sérac, éleveur d'oies et producteur de noix né à Collonges, s'attache à restaurer et préserver ce chemin. Et on va se promener? Ouais. Il y a plein de signes là, autour de nous. Ah, et ça, c'est le signe de la voie de Rocamadour en Limousin, hein, qui est un des chemins de Saint-Jacques passant par Collonges et qui permet de rejoindre Rocamadour et après rejoindre Compostelle. On reconnaît la coquille Saint-Jacques qui est le La coquille Saint-Jacques et la symbole de reconnaissance des pèlerins. Voilà, il y a la coquille Saint-Jacques et la sportelle de Rocamadour. Et la coquille qui n'a pas toujours été le symbole des pèlerins. C'était hein. quoi avant là? C'était un pas de doigt. Quand les rois francs et les papes ont créé le pèlerinage de Compostelle, ils ont créé un chemin qu'on appelle le Camino français pour faire passer tous les pèlerins. Donc les premiers qu'on a envoyés là-bas, avant les premiers pèlerins, c'était les compagnons qui ont construit. Ces compagnons
Ils sont revenus en France ou en Europe. Et le symbole des compagnons, c'est la patte d'oie. Hein, on les appelle les pédoques. Nous y revoilà. Puis après, quand les vrais pèlerins sont passés, on leur demandait de ramener comme témoignage de ce qu'ils étaient bien allés jusqu'à Compostelle. Donc ils allaient 2 jours de marche de plus jusqu'au Cap Finistère. Ils ramassaient les coquilles Saint-Jacques sur le bord de la grève et puis ils remontaient. Voilà donc comment on est passé de la patte d'oie à la coquille Saint-Jacques, ce qui Voilà. paraissait improbable au départ. Salut Gérard. Effectivement, tu me rappelles... Mais reste là Gérard, je veux juste te voir sur ton meilleur profil. Ça marche, hein? J'arrête. Sinon Gérard, il va garder un mauvais souvenir de moi. Quand on siffle, ça a toujours fait chanter les dindons. C'est le dernier représentant du monde préhistorique sur Terre. Un sacré look Gérard. Oui. Franchement. J'aimerais pas te croiser un soir dans une rue sombre. Alors en fait, quand on dit les oies, on fait bien de le mettre au pluriel parce qu'il y a des dizaines de variétés d'oies, ce qu'on ne sait pas forcément en France. Mais en fait, il y a à peu près 80 races d'oies au monde. L'oie est partout dans notre entourage, dans l'alphabet, dans notre assiette. Et la plume. Dans la plume aussi. Et la plume aussi, oui. Pendant des centaines d'années, on a écrit à la plume d'oie. Aussi, oui. Bon, au 18e, il y a un monsieur qui écrivait à sa plume d'oie, qui un jour a cassé sa plume. C'est vrai pour toutes les plumes d'oiseaux, bien évidemment. Mais comme il écrivait avec sa plume d'oie, il s'est aperçu que quand on fait ça, et après que l'on refait ça, ça se reprend. Et donc il a fait la première fermeture glissière, elle était faite en bois. Et en plus, il était ravi parce que d'habitude, il fallait qu'il lasse les lacets du corset de sa femme, et là, ça allait beaucoup plus vite après. Alors on s'imagine que c'est un animal comme ça, qui fait partie de notre quotidien, qui n'a rien d'extraordinaire, l'oie. Mais elles font des vraies performances, ces animaux. Enfin, on ne dit pas assez. Pendant les migrations, elles montent à des altitudes presque aussi haut que les avions de ligne. Aussi haut. Enfin, il y a au moins une race qui s'appelle l'oie à tête barrée, qui fait sa migration d'Asie centrale dans le nord de l'Inde, qui franchit l'Himalaya et qui monte à 9500 mètres d'altitude, c'est-à-dire moins 50 degrés, pratiquement pas d'oxygène. Mais bon, voilà, ça ne lui pose pas trop de problème, elle passe. La journée se termine à Collonges-la-Rouge. Et juste avant de quitter le village, il est temps de s'intéresser aux légendes. La légende de Collonges-la-Rouge, c'est la Dame Verte. On est toujours dans les couleurs ici en fait. On est toujours dans les couleurs à Collonges, bien sûr. Ça se passe au moment de la guerre de 100 ans. Une période très agitée ici, avec cette longue guerre contre les Anglais. Et puis surtout dans ces villages, l'interdiction de sortir des fortifications. C'était une jeune fille qui s'appelait Angèle, qui était orpheline. Et puis un jour, malgré tout, tant pis, elle brave l'interdit, elle sort. Et chemin faisant, elle rencontre un très bel homme, mais ce bel homme est un Anglais. Et puis bien sûr, la guerre les rattrape. Donc son frère et son ami l'Anglais partent au combat. Alors, la Dame Verte, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, s'habille avec une longue robe verte, puisque le vert est la couleur de l'espoir. De l'espoir. Les villageois, paraît-il, la voyaient chaque jour monter en haut de la tour carrée pour guetter le retour de son amant et de son frère. Lorsqu'enfin son amoureux revient, c'est pour lui annoncer la mort de son frère à la guerre. De désespoir, elle se jette de la tour, l'entraînant dans sa chute alors qu'il tente de la retenir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Depuis ce jour, on raconte que certains soirs, si on regarde bien la tour la plus haute de l'église, on peut voir une lumière verte. C'est la Dame Verte qui revient pour prévenir les habitants de malheurs qui pourraient s'abattre sur le village. Ainsi protégés par ses castels et sa Dame Verte, les malheurs ont toujours épargné Collonges-la-Rouge, que je quitte à regret après un dernier survol.